l'avion a percuté le relief à l'endroit où il devait larguer et le pilote a été tué. Ça veut dire que même sous jumelles de vision nocturne, le largage sur feu par avion, c'est pas un sport de masse. Debout là-dedans. C'est Lâcher Solo qui recommence, poire et cahuètes, et puis on sort les chips, et puis on va discuter d'aviation pendant une petite heure, et on va parler de ça. Parce que ça, c'est quand même pas un événement anodin. C'est un largage qui s'est déroulé en Grèce le 8 août dernier. Alors je sais, on en parle, ça fait plus d'un mois. Ok, très bien. Mais avoir un peu de recul sur l'opération, c'est pas plus mal non plus. L'actualité était chaude à l'époque, c'est la vanne habituelle. Mais ce qui s'est passé en Grèce ce jour-là est quand même un événement assez marquant sur lequel on a désormais un tout petit peu plus d'infos. Et on va y revenir dessus. Bon, je sais pas si vous avez vu, sur Aérobuzz cette semaine, j'ai sorti un article là-dessus. J'ai eu des éléments complémentaires tout à l'heure et on va en discuter. Mais la photo, elle est là à l'écran. Vous avez un Canadair de l'aviation militaire grecque qui est en train d'effectuer un largage. Alors, en fonction du réglage de la luminosité de votre moniteur ou de l'écran de votre téléphone ou de votre télé, enfin, peu importe le système sur lequel vous regardez l'émission, la photo apparaît avec un fond relativement noir. Et en fait, beaucoup de gens ont pris ça pour une opération nocturne. En fait, les explications qui ont été données par l'aviation militaire grecque ensuite, et pas tout de suite, c'est ça qui est problématique, mais bon, ça a mis quelques jours, c'est que c'était une opération crépusculaire. Et on va dire, ouais, tu joues sur les mots. Oui, mais il faut être précis un petit peu, et en aviation, c'est très très précis. Le largage, qui a l'air d'être de nuit, a été effectué dans la demi-heure qui suivait le coucher du soleil. Donc on est encore en journée, en fait, finalement, sur un plan légal. C'est dans le laps de temps qui suit le coucher du soleil, donc on est encore 2 jours. Et en fait, ce qui est très important, c'est qu'on a affaire à des équipages qui sont militaires. Les Canadair, les CL-415 de l'aviation grecque sont exploités par l'armée grecque. Et dans leurs opérations, dans leur mode opératoire, ils ont le droit d'opérer avant la nuit aéronautique. Et donc ils ont, c'est une question pour laquelle j'ai pas eu la réponse, ils ont largué en crépusculaire. Simplement la photo qui est là, c'est une des premières fois où je vois un Canadair largué alors que le soleil est nettement couché, et là par contre ça se voit bien. Et ça, c'est quand même un fait très 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 important parce que c'est pas une opération courante. En France, la doctrine de la sécurité civile, c'est l'arrêt des largages, c'est la nuit aéronautique. Donc il me semble que la définition, c'est au moment où le milieu du soleil est à 6 degrés sous l'horizon. Donc en gros, dès que la moitié du soleil est sous l'horizon, c'est bon, c'est nuit, on arrête les largages. Et ils s'y tiennent et ils n'ont réellement pas le droit de larguer après ce moment. C'est la nuit aéronautique. Enfin non. C'est pas encore la nuit aéronautique, c'est la tombée du jour et ils peuvent rentrer à la base. De toute façon, ça ils savent voler de nuit, ils peuvent voler de nuit, ça c'est pas un problème. Le largage de nuit, c'est quand même autre chose. Dans cette opération, l'information qui me manque, c'est qu'on ne sait pas à quelle heure ils ont fait leur écopage. Parce que le largage de nuit, c'est une chose, mais avec des Canadair, je pense que la partie la plus dangereuse, ça va être l'écopage. Et ça, cette information, on l'a pas. Alors, le contexte, l'endroit. On est à une 60aine de kilomètres au sud d'Athènes. Il y a eu d'énormes feux en Grèce encore cette année, comme tous les ans. Mais enfin là, ça a encore pris des proportions assez importantes. Il y a encore eu des victimes, des surfaces brûlées monstrueuses. Bon, c'était un peu pareil en Espagne. Et sur ce feu-là, effectivement, ce soir-là, ils ont pris la décision, alors là par contre on ne connaît pas le processus, d'effectuer un dernier largage alors que le soleil est couché. Et voilà ce que ça a donné. Sur l'article qui a été publié sur Aérobuzz, il y a même la vidéo. Donc ça a été filmé et c'est vrai que c'est assez un ressentiment parce que ça fait partie des... On en parlera plus longuement après, mais l'attaque des feux de nuit, c'est sans doute une des pistes pour améliorer encore l'attaque des feux avec les moyens aériens. Et pour moi, c'est la première fois que je vois un Canadair opérer aussi tard. En France, c'est sûr que non, ça ne peut pas exister. Eux, leur doctrine le permet de le faire, mais c'est une question que j'ai posée à un responsable de l'aviation grecque, de savoir si c'était la première fois qu'il le faisait. Parce que si on n'a pas d'image, c'est difficile à savoir. Bon,
Voilà, en tout cas, les faits sont là, ils ont largué en crépusculaire. Pas en nocturne, en crépusculaire. C'était un gros coup de chaud, le largage a réussi. Est-ce qu'il a été décisif? L'histoire ne le dit pas. Ce que le commandant de l'escadrille a précisé ensuite, c'est que il y avait beaucoup de vent, et c'est surtout le vent qui les a gênés. Et on voit effectivement que les fumées sont quand même très couchées, donc signe de passage, un vent de travers en plus, hein, donc par rapport à l'opération. Le truc, c'est que on n'a pas beaucoup d'infos. L'information a été très relayée par la presse grecque, un petit peu par la presse française, mais sans beaucoup de détails. Et en fait, on en a très peu. Et en fait, comme ils ne répondent pas aux questions qu'on leur pose non plus, bon, ça c'est compliqué. Il faut se méfier d'un truc, c'est que la perception qu'on a sur une photo de la situation globale est différente de la perception réelle sur le moment. Là, on passe par des capteurs, et ça, Franck nous en parlera, parce que c'est sa spécialité, mais quand vous avez beaucoup de contrastes, une zone très très éclairée, une zone très, très sombre sur la même image, la mise au point, enfin la gestion de la lumière va se faire sur la zone la plus éclairée, et dans ces cas-là, tout le reste est très très sombre, ou alors vous faites l'inverse, mais en fait, ça va donner des images qui ne sont pas équilibrées. En fait, là, on a un petit peu ce cas-là, c'est-à-dire que comme il y a des zones très lumineuses, ça rend la scène en arrière-plan beaucoup plus sombre. C'est très contrasté, très saturé. De fait, dans l'avion et dans la réalité à ce moment-là, quand le ciel, quand la nuit arrive, on n'est pas encore complètement dans la nuit, et en fait, pour les équipages, il y a une visibilité qui est sans doute meilleure que ce que l'image donne, et la vidéo encore plus sombre. Mais ça, c'est une question de gestion des capteurs numériques. Et c'est ce que le chef de l'escadrille a dit ensuite, c'est que la perception de la situation par les équipages au moment du largage était bonne. Ils se sont donc sentis dans la mesure de le faire en toute sécurité, et donc ils ont procédé en toute sécurité. On constatera quand même que le largage se fait à une distance, à une hauteur quand même qui n'est pas tout à fait la hauteur habituelle des largages des avions grecs notamment, qui ont tendance à descendre et à taper très très fort et un peu bas. Ces gens qui, alors chez les militaires grecs, un peu chez les Italiens, on a des largages qui ressemblent à des prises de risque auxquelles les pilotes français n'iraient pas. Question de culture peut-être. C'est pas une question d'efficacité, c'est juste une question de culture, de méthode, d'environnement aussi, parce que plus il y a de vent, plus il faut descendre bas pour que l'autre au bon moment, au bon endroit. C'est très compliqué. Franck qui nous rajoute et qui a raison sur le chat. Oui, tout à fait, cette photo ne dit pas le ciel est noir, elle dit le ciel est beaucoup moins lumineux que les flammes. C'est une question de gestion de la lumière par les capteurs, mais ça donne une image qui est saisissante. De fait, pour tout ce qui est opération feu de forêt depuis plusieurs années, il y a une vraie interrogation sur pourquoi on n'attaque pas la nuit. Alors, la première réponse, c'est parce qu'on n'y voit rien, mais ça suffit pas parce qu'aujourd'hui, il y a les jumelles de vision nocturne, tout ça. Bon, ok. Pour les avions, c'est très compliqué parce qu'il y a une vitesse, il y a des altitudes. Il faut se souvenir qu'en 2021, il y a eu une expérience qui a été faite avec un Air Tractor aux États-Unis, avec un pilote sous JVN. Alors, le Air Tractor, c'est un avion hyper maniable. On se dit, bon, bah, c'est cool. En cas de problème, l'avion bouge assez vite, il peut se dégager. Très bien. Le pilote était un ancien pilote de la 10 Thunderbolt et de l'US Air Force, donc quelqu'un qui était habitué à combattre en pilotant derrière des jumelles de vision nocturne. Donc c'était quelqu'un qui était totalement rompu à ces opérations-là. L'autre point, c'est qu'il est intervenu de nuit dans un secteur qui avait été reconnu 2 jours. C'est-à-dire que dans la journée, il avait pris son Air Tractor, il était allé larguer à l'endroit où il était prévu de faire un essai de largage de nuit. Pour des raisons qu'on ne comprend pas, qu'on ne s'explique pas, l'avion a percuté le relief à l'endroit où il devait larguer et le pilote a été tué. Ça veut dire que même sous jumelles de vision nocturne, le largage sur feu par avion, c'est pas un sport de masse et c'est sans doute une opération qui n'en vaut pas le jeu n'en vaut pas la chandelle. Trop de risques. Pourtant, de nuit, c'est là que les vents s'estompent, que les températures baissent et que l'intensité des feux fait que des interventions efficaces, bien précises, pourraient être totalement décisives.
Et c'est une discussion que j'ai eue avec Jérôme Laval, pilote de Tracker au Cal Fire, qui était de passage à Paris il y a 15 jours. On a pris un pot ensemble et on a discuté notamment de ces choses-là et des feux en cours en France, etc. Enfin, bon, les conversations entre deux potes. Mais il m'a raconté 2-3 anecdotes très intéressantes sur des feux qui se sont déclenchés en Californie en fin de journée. Des feux qui partent très très vite, sur lequel, avant la tombée du soleil, il est intervenu, et jamais aussi tard que ça, et qui, pendant la nuit, se font, mais alors massacrer, par les hélicoptères bombardiers d'eau californiens qui désormais peuvent opérer sous JVN. Et avec les hélicos, ça marche très bien. Avec les avions, il y a encore des doutes. En Californie, depuis des années, les hélicoptères interviennent la nuit. Dans le comté de Los Angeles, jusqu'à très récemment, c'était même une spécialité, c'était du VFR de nuit. Les mecs allaient au feu, il y avait assez de lumière avec les flammes pour pouvoir faire des largages en hélico de nuit. Et ça, c'est une photo qui date de 2019. Donc, c'est vraiment pas en lien, par exemple, avec les feux qui se sont déroulés à Los Angeles cet hiver, où vous pouviez prendre Flight Radar à minuit, heure de Los Angeles. Vous aviez 4 ou 5 hélicos qui tournaient au-dessus de Los Angeles et qui larguaient de nuit, qui allaient remplir dans les lacs, etc. Il y avait assez de lumière pour opérer. Et aujourd'hui, de toute façon, et depuis pas mal d'années, les équipages d'hélicoptères bombardiers d'eau américains savent et peuvent voler sous jumelles de vision nocturne. Ça marche pour les hélicos, et on s'aperçoit qu'effectivement, leurs interventions nocturnes sont parfois décisives. Donc la question, c'est pourquoi pas les avions. En partant de crépuscule avec le risque de feux de forêt en Europe du Nord qui augmente, certaines fois il n'y a pas de vraie nuit à partir d'une certaine latitude autour du solstice d'été. Ça semble être intéressant en termes pour les Suédois. Oui, tiens, c'est une très très bonne remarque, effectivement. Ça veut dire que eux, s'ils ont des gros feux, s'ils mettent des avions, bah oui, ils ont une amplitude horaire de travail sans rentrer dans les opérations nocturnes qui permet de traiter les feux. Après, il y a une amplitude de temps de travail pour les équipages sur lequel il ne faut pas rigoler. En France, effectivement, ils sont très limités. C'est 8 heures de vol par jour, c'est 60 largages par jour pour les équipages de Canadair, par exemple. Et puis après, il y a des limites par semaine et par mois. On rigole pas avec ça. En Croatie, en Espagne, en Grèce, il n'y a pas ces limites-là. Et des équipages qui ont fait plus de 100 largages dans la journée, j'en connais. En France, non. Mais en Espagne, j'en ai 2 ou 3 qui m'ont dit 100, 150 largages dans la journée, oui, on sait faire. La limitation en France, elle vient simplement d'un problème de sécurité. On a estimé qu'un équipage qui était épuisé prenait des risques inconsidérés et il y avait de la casse. Et comme on n'a pas tant de moyens que ça et pas tant de pilotes que ça, et puis que mettre des avions dans la forêt en vrac, c'est pas un truc génial, on a mis des limitations horaires. Elles valent ce qu'elles valent. Elles sont contraignantes dans le sens où il y a eu des feux sur lesquels les 60 largages ils sont atteints dans la matinée. Donc tu te retrouves avec tes avions et tes équipages qui n'ont plus le droit de voler. Donc il faut avoir des équipages de relève. Bon, c'est contraignant, mais finalement, je pense que c'est pas une mauvaise solution. Après, les 60, c'est un choix arbitraire, mais il a sans doute été calculé. Après, si tu as des équipages sans limite, effectivement, quand tu as le soleil qui se lève à 4 heures du matin et qui se couche à minuit, oui, tu peux voler entre ces deux horaires-là, mais ça fait des amplitudes de temps de travail qui sont raides quand même. Le journaliste pigiste que je suis, qui n'a pas d'horaire, il y a un moment où passer 10 heures devant l'écran, tu as envie de faire autre chose. Alors, je pense qu'aux commandes d'un avion, ça va fatiguer encore plus. Pour être honnête. Les limites sont des limites syndicales de temps de travail. Non, ce sont des limites opérationnelles qui ont été dictées, alors oui, qui sont défendues par les syndicats, c'est sûr, mais c'est vraiment des normes qui sont propres à la sécurité civile. Je ne suis pas sûr, par exemple, que c'est une question que je ne vais pas poser, mais les pilotes d'avions d'ARIA Firefighting qui volent sur Trush, est-ce qu'ils seraient liés à ces limites-là? Bon, après, il y a une limitation, c'est que le cycle équipage-largage, il est très très rapide. Le cycle largage-pélicandrome, il n'est pas le même. Des équipages d'H8 qui ont fait 60 largages dans la journée, je ne crois pas que ça existe. Donc eux ne sont pas considérés comme ça. Mais bon, s'il y avait des Fireboss, par exemple, est-ce que on leur soumettrait cette limite? Elle est spécifique à la sécurité civile française. Voilà, je pense que s'il y avait des Fireboss en contrat avec la sécurité civile au titre des moyens nationaux, je pense que ce règlement-là s'appliquerait. À voir, mais c'est une vraie bonne question.
Seront des limites qui ne seraient pas là si les équipages étaient militaires. Après, il y a une vraie question à se poser. Est-ce qu'on utilise les équipages jusqu'au bout de leur force? Le fameux équipage croate qui avait fait plus de 220 largages dans la même journée, dans quel état ils sont descendus de leur avion? Voilà, c'est une question à se poser. Quand on voit les crashs, certains crashs d'avions de ligne où le pilote il était fatigué parce qu'il avait eu un temps de travail assez long, sachant que l'activité à bord d'un avion de ligne, sur les longs courriers, c'est une chose. Bon, sur les courts courriers, ça peut être un peu intense. Mais on a des cas de crash qui sont liés à la fatigue. Et puis les opérations, alors, même si eux, les pilotes vont dire il n'y a pas deux écopages pareils, c'est quand même une opération qui est très routinière. C'est un peu un défilement de checklist, un petit peu toujours les mêmes. Et puis voilà, bon. Voilà, ça fait partie des questionnements, mais en tout cas, il y a une chose qui est juste, c'est que pour les hélicos, ça marche très bien. Alors la question, ça peut très bien se résumer aussi de la manière suivante. La nuit peut être le domaine réservé des hélicos. Problème résolu à ce moment-là. En tout cas, les Grecs, eux, ils sont allés avec leur Canadair en crépusculaire. Pour moi, c'est une ouverture de porte. C'est-à-dire que si on s'avère que quand la visibilité est bonne, avant la nuit aéronautique, évidemment, avant que ce soit vraiment sombre, on peut le faire. Eux peuvent le faire. En France, non, ça ne se fera pas, c'est clair. Il faudra voir ce que ça donnera au niveau des hélicos. Mais cet événement, il est quand même marquant parce que la situation l'exigeait sans doute. Les feux en Grèce ont été très virulents. La météo le permettait, même s'il y avait beaucoup de vent, la visibilité est bonne. Ils ont jugé qu'ils pouvaient le faire. Il y a beaucoup de discussions sur ces histoires de feux de nuit. Et pour les avions, alors je ne vais pas trancher, c'est pas mon rôle, mais je vais donner quelques éléments. Par exemple, ça faisait partie des arguments quand GSS, Global Supertanker Service, avait repris le Boeing 747. Ça faisait partie de leurs arguments en disant on peut équiper l'avion pour qu'il soit compatible JVN et faire des largages de nuit. Poser des barrières de retardant de nuit, c'est pas tout à fait la même chose qu'intervenir avec des largages directs avec un Canadair, mais même ça, ils sont pas allés au bout. On pouvait se poser des questions si, par exemple, si on doit utiliser des hélicoptères ou des avions de nuit, qu'est-ce qu'on en fait la journée? Et ça passerait, ça c'est une discussion qu'on a eue avec Jérôme, c'était de se dire, oui, ça peut passer par de l'éducation en disant, voilà, les avions, ils sont au sol. Oui, il y a une situation catastrophique en cours, oui. Mais les avions peuvent rester au sol parce qu'on va en avoir besoin cette nuit. Mais c'est quand même un message qui serait assez difficile à faire passer. Des gens qui voient les flammes lécher leur maison et se disent mais pourquoi les Canadair ils décollent pas? Ah non, parce que ce sera plus efficace cette nuit. Ça va être difficile à faire passer ça, je crois. Voilà. Si on réserve les JVN aux hélicos, il faut que ce soit ouvert aux opérateurs civils. La sécurité civile va vouloir se réserver cette spécificité et faire prendre du retard en France dans la lutte. Ça peut faire partie du débat, cette histoire-là. Oui, c'est vrai que les pilotes de la sécurité civile volent déjà de nuit sous JVN, je crois. Les opérateurs civils, il me semble qu'ils le font. En France, alors je pense que oui, pour certaines missions. Je sais qu'en Suisse, c'est déjà le cas. Les pilotes de l'aviation militaire suisse font déjà des largages sur feu sous JVN. Eux, ils ont le droit. Est-ce que la sécurité civile va vouloir se réserver cette spécificité? Ça pose déjà une question. Est-ce que la sécurité civile a des hélicoptères bombardiers d'eau? Aujourd'hui, en propre, c'est non. Les H145D3 qui arrivent, normalement, doivent ouvrir le domaine. Il y a eu des essais de fait, il y a eu des photos qui ont été postées par la sécurité civile qui ne sont pas restées en ligne parce que c'était qu'une expérimentation. Je ne sais pas si l'expérimentation a été validée. En tout cas, c'était l'approche qui m'avait été donnée en 2023 par la chef des moyens aériens de la sécurité civile. C'est que les H145D3 aller reprendre des fonctions bombardiers d'eau qui avaient été abandonnées avec le retrait des écureuils et des dauphins. Les EC-145 de la sécurité civile, les dragons, ne sont pas bombardiers d'eau pour le moment. Donc ça veut dire que si on laisse les attaques nocturnes aux hélicos, puisque eux ont fait leurs preuves, la sécurité civile aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, n'a pas de moyens. Donc ça ne peut être que les opérateurs civils ou des opérateurs militaires. Les militaires ne sont pas qualifiés largage d'eau, sauf les marins à Tahiti. Bon, voilà, il y a beaucoup de débats à avoir. C'est pas quelque chose qui se fera, mais c'est quelque chose qu'un ministre de l'Intérieur, le prochain, peut trancher en disant « Les civils, vous avez le droit de faire du largage de nuit sous JVN ». Il y a plein d'endroits où ça se pratique, et en particulier aux États-Unis, dans la région de Los Angeles. La photo que vous avez à l'écran, c'est un équipage de Coulson en 2018. C'est eux qui ont commencé, on voit qu'ils sont équipés de jumelles de vision nocturne. Vous avez le S-61 à l'arrière,
qui est le bombardier d'eau, et vous avez le Jet Ranger à l'avant, qui est l'équivalent du lead plane. L'avion guide, l'hélicoptère guide, mais par exemple les opérateurs Fire Department du côté de Los Angeles opèrent, les équipages sont équipés JVN et opèrent sans avoir besoin d'un lead plane. En tout cas, le débat est lancé parce que la nuit, comme je vous ai expliqué, c'est là où les conditions météo sont les plus favorables aux attaques directes et indirectes. C'est là où on pourrait gagner du temps, qu'on peut gagner la bataille. Et comme Jérôme me l'a dit, moi, c'est ce qu'il m'a dit, hein, il y a plusieurs feux qui ont commencé le soir, on a fait nos largages, on a laissé les hélicos bosser la nuit, et le matin, eh ben, on n'a pas eu besoin d'intervenir du tout. C'était réglé. Bon, voilà, à voir. En tout cas, la chose importante, c'est que les Grecs ont tenté le coup et sont allés un petit peu plus loin que les autres dans l'amplitude de travail et ont tenté ce coup du largage de nuit. Largage de nuit, mais on ne parle pas d'écopage de nuit, et on l'a vu avec le Pélican 35, on voit les risques qu'on peut prendre de jour, la même chose de nuit. Je pense que si vous allez voir un pilote de Canadair, français ou n'importe quel pays en lui disant bon, nuit noire, JVN, écopage, je pense que sa réaction sera oh, on a des pélicandromes, ça serait pas mal. À propos de difficultés, de drôles d'histoires, je reviens quelques minutes sur ce qui s'est passé avec le Moran 29, donc l'écureuil des libertés. La compagnie qui exploitait, qui est tombée donc dans un lac dans le Finistère. Alors je ne vais pas revenir sur les causes de l'accident, parce que je ne les connais pas. On va attendre le rapport d'accident du BEA. Et puis on le commentera quand il sera sorti. Alors on a tous effectivement nos hypothèses. Est-ce que c'est une défaillance humaine ou alors un problème technique? Pour l'instant on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que l'hélicoptère, il est tombé à l'eau et qu'il ne revolera pas parce qu'il est pété de partout, et qu'il a été sorti de l'eau avec un autre hélicoptère, avec un Super Puma c'est le SAF qui est venu le récupérer, la compagnie aérienne Secours Aérien Français, avec donc un Super Puma, qui est une machine qui est bien adaptée pour le levage, qui est aussi une machine qui a été sous contrat bombardier d'eau moyens nationaux cet été, mais les contrats ont été fluctuants, en fait les machines ont tourné, donc c'est pour ça qu'il est peut-être encore porteur de marque sécurité civile quelque part, mais en tout cas voilà, ils l'ont sorti de l'eau au bout de je crois qu'il est resté 2 jours. L'intérêt, l'information principale sur cette opération, c'est surtout la présence d'un hélicoptère bombardier d'eau dans le Finistère. Bon, alors, on connaît tous l'image d'Épinal, en Bretagne il pleut. Bon, les Bretons disent il pleut que sur les cons, il y en a beaucoup parce que qu'est-ce qui pleut là-bas? En Bretagne il pleut, mais il y a l'été, des fois c'est très très sec. Puis surtout dans le Finistère, il y a les monts d'Arrée qui sont très secs, qui sont souvent du maquis. La lande, ce qu'on appelle la lande, hein, voilà, fougères et autres. Et quand et ça sèche très très vite. Et donc l'été, quand il n'a pas plu pendant 2 mois, c'est très très sec. Et là, quand ça part, ça part. Alors c'est pas du gros relief, c'est pas des forêts, mais ça crame bien. Et des incendies de forêt, en Bretagne, il y en a. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a ouvert un pélicandrome à Vannes. Mais en dehors de ça, depuis 2023, il y a le SDIS, donc les pompiers du département du Finistère, qui louent un hélicoptère pour la saison, gréé en HBE avec un Bambi Bucket. C'est 1000 litres, mais les 1000 litres, visiblement, ils servent, parce que les chiffres qui ont été donnés au moment de l'accident, c'est qu'il en était, donc on est le 24 août, donc on est en fin de journée, donc on est aussi en fin de saison. Il a été engagé dans 33 missions, donc en gros une tous les 2 jours, 33 missions dans le Finistère, et il a effectué au cours de la saison 154 à largage. Donc c'est pas une utilisation extraordinairement intensive, n'empêche que 150 largages pour la Bretagne, ça reste notable. Il a été engagé au Morbihan, notamment, puisque quand il y a eu le feu sur Brocéliande, sur lequel les air tracteurs sont intervenus aussi, et sur Milan 76 est venu aussi, il a été engagé aussi. Il y avait 2 personnes à bord, il n'y a pas eu de blessés, vous avez tous vu la vidéo. En fait, l'hélicoptère se présente pour le remplissage du Bambi Bucket sur l'endroit où il avait rempli juste avant, et il descend trop bas, pour des raisons qui ne sont pas expliquées pour le moment. Le rotor de queue rentre dans l'eau, le rotor casse, l'hélicoptère remonte un petit peu, mais on sent que le contrôle est perdu, et il tombe dans l'eau, il se renverse,
L'équipage arrive à s'en sortir. Ils sont aidés par quelqu'un, je crois, qui était sur le rivage. Ça se termine bien. Bon, sauf pour la compagnie qui perd un hélicoptère, qu'on n'a pas tant que ça. Derrière, on imagine bien toutes les suites administratives et juridiques. Mais moi, ce qui me marque quand même, c'est cette histoire des 154 largages, rien que pour la Bretagne, du 1er juillet au 24 août. Ça donne une idée aussi des besoins qui s'étendent réellement vers le nord. Et cette politique de louer des hélicoptères bombardés d'eau à la saison, la Bretagne le fait, tous les départements du pourtour méditerranéen le font en raison de 3 ou 4 hélicoptères à chaque fois, ou des avions comme dans l'Hérault. Ben, ça permet d'avoir une réponse rapide à des petits feux ou à des départs qui peuvent être contenus. Ou alors faire de la petite opération, mais sur une longue distance, sur le feu, enfin sur une longue durée. Le feu là sur lequel il était engagé, visiblement, c'était pas un gros feu, c'était pas un feu très très virulent, mais il en était quand même dans la journée à 27 largages. Ils étaient en train de défendre une maison face à un feu de forêt qui avançait, qui menaçait donc des habitations. 27 largages dans la journée. On est loin des 60 largages des Canadair, mais ça reste quand même une activité assez intense. Parmi les remarques que j'ai lues sur l'accident, beaucoup de gens ont été surpris par la faible longueur de l'élingue pour le Bambi Bucket. Mais finalement, quand on regarde les images de bombardiers d'eau en France, d'hélicoptères bombardiers d'eau, on remarque que c'est jamais très très long, hein, sauf sur certaines grosses machines sur lesquelles il y a des long lines. Là, on est dans la même configuration que celle de l'hélicoptère qui est tombé. J'ai posé la question à des gens qui connaissent un petit peu le milieu d'hélico, mais qui ne sont pas pilotes, mais qui m'ont donné des pistes de réflexion qui sont intéressantes. Par exemple, d'avoir un câble pas trop long permet de garder le Bambi Bucket en vue avec les rétroviseurs qui sont là. Et au moment du remplissage, ça peut aider de voir le Bambi. Sur une longue line, je pense qu'il faut plein de rétroviseurs pour continuer à voir le Bambi et que ça peut être un peu déstabilisant au niveau du pilotage. Donc, parmi les réactions qu'on a lues, le Bambi était trop court. Bah oui, visiblement, c'est assez la norme quand même. Donc, normalement, ça doit se gérer. Là, il y a eu un enfoncement. Ça va être au BEA de le déterminer. En tout cas, on a eu des images extrêmement intéressantes de levage. La manière dont l'hélicoptère a été sorti de l'eau par le Super Puma, c'était assez spectaculaire. Même les photos le sont d'ailleurs. Ça veut dire aussi que quelque part, la sécurité civile, si elle était dotée d'hélicoptères lourds, enfin moyens, comme ça, taille 225 Super Puma, bah, je pense qu'il y aurait du boulot. Il y aurait beaucoup de boulot pour ces machines-là et ce serait vraiment intéressant d'en avoir. Mais pour l'instant, le projet d'acquisition qui avait été pressenti à un moment, ben voilà, pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. Mais bon, on voit bien la situation politique du pays avec crise présidentielle, crise ministérielle, etc. Bon, bref, voilà, problématique. On va faire un petit point histoire en attendant, parce que vu qu'on a parlé du Morane 29, il y a un truc qui me saoule assez régulièrement, c'est les gens qui ne comprennent pas ce qu'est un Morane 29 et qui ne comprennent pas que c'est un indicatif radio, Morane 29. Il nous parle des hélicoptères Morane. Il n'y a pas d'hélicoptères Morane, il y a des hélicoptères qui volent sous indicatif radio Morane, et je vais vous expliquer, on va faire 2 minutes d'histoire pour expliquer pourquoi il s'appelle Morane, pourquoi l'indicatif radio de ces appareils c'est Morane. Morane Saulnier, ça part du nom de l'entreprise Morane Saulnier. Morane Saulnier, c'est une des plus vieilles entreprises, un des plus vieux avionneurs du monde, et la photo que je vous montre à l'écran, c'est un Morane Saulnier type N. Là, c'est une photo qui doit dater de 1914-1915. Morane Saulnier est créé dans les années 1900. Et en 1914, ils sont fournisseurs de l'armée française pour des avions d'observation et pour les premiers avions de chasse. C'est un constructeur qui est assez moderne dans son approche, puisqu'on le voit là sur l'image. Ce sont des monoplans. À l'époque, la plupart des avions militaires étaient biplans. Eux étaient déjà en monoplan. Et si je vous montre cette image-là, elle est très très intéressante parce que le pilote que vous voyez en train de recharger sa mitrailleuse, c'est un mec qui s'appelle Roland Garros. Ai-je besoin de rappeler qu'il était pilote et pas forcément tennisman?
Et que, bah oui, bah il est devenu très très célèbre dans le monde entier. On oublie, on en finit par oublier sa propre histoire. Roland Garros était pilote de chasse dans l'aviation française en 14. Il est même à l'origine des dispositifs de tir de mitrailleuse à travers le champ de l'hélice. On le voit ici. Bah, c'était plus facile pour viser d'avoir la mitrailleuse dans l'axe de vision plutôt que de l'avoir sur le plan supérieur des biplans et de tirer avec une déflexion naturelle. Lui, il s'était dit, les balles elles traversent le champ de l'hélice, donc elles peuvent découper les hélices, qui étaient souvent en bois à l'époque. Lui, il avait juste installé un petit bidule, là, un déflecteur, qui permettait de dégager les balles qui allaient éventuellement toucher l'hélice. Et puis celles qui passaient entre les pales, elles allaient sur leur cible, et il a eu 4 ou 5 victoires aériennes comme ça, avant que de tomber entre les lignes ennemies, d'être capturé, de ne pas réussir à brûler son avion. Et puis c'est l'ingénieur néerlandais Anthony Fokker, fournisseur de l'aviation prussienne, allemande, qui a vu le truc, qui a dit « Oh mon Dieu, c'est génial, mais je pense qu'on peut l'améliorer ». Bon, voilà, ça c'est une partie de l'histoire de Morane-Saulnier. Morane-Saulnier fournit des avions de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale, donc du Morane type N au début de la guerre, au MS AI, monoplan aile haute fin de guerre, et qui a surtout été utilisé pour faire de la voltige après-guerre. Ils fournissent des avions de voltige dans les années 30, le fameux Morane 230 qui a servi, alors je crois, à Doré, à Détroit pour faire des compétitions, des meetings aériens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Morane-Saulnier fournit le MS-406, qui a quand même supporté le plus gros de la bataille de France. Un point important, c'est Morane-Saulnier parce que c'est les frères Morane, Léon et Robert Morane, qui s'étaient associés à un ami qui s'appelait Raymond Saulnier. Donc Morane-Saulnier. Tout bête. Et donc, arrive la Seconde Guerre mondiale, ils ont fourni le MS-406, machine moyenne, mais qui a fait ce qu'il fallait. C'est notre Hurricane à nous, notre P-40 à nous. C'était pas l'avion le plus brillant, mais c'est lui qui a pris tous les chocs dans la tête. Et puis pendant la guerre, l'usine qui était pas très loin d'ici, plutôt, a continué de tourner. Les Allemands les ont réquisitionnés pour construire des avions dont ils avaient besoin. Et les avions dont ils avaient besoin, c'était les Fiedler-Storch. Donc cet avion, là c'est un Morane-Saulnier, ces avions, les Fiedler-Storch, sont des avions qui sont très 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 amusants. Ce sont des avions qui sont très lents. C'est même un avion que j'ai vu et qu'on peut voir de temps en temps voler en marche arrière, parce que quand tu sors tous les volets, il a une vitesse d'approche qui est très très basse, et je ne sais plus, c'est 30 km/h. Bon, si tu as un vent de 40 km/h, tu fais du 10 km/h en marche arrière. Voilà, et le Storch, il était à décollage et atterrissage court parce que c'était un avion qui pouvait être utilisé pour plein de missions. L'observation, le réglage d'artillerie, et puis l'évacuation sanitaire, et pas que sanitaire, puisque c'est des avions comme ça qu'ont évacué Mussolini là, quand il était réfugié dans les Alpes. Des avions qui ont besoin d'une piste pour se poser, mais pas en longueur, en largeur, ça suffit. Ça, c'est un avion qui est photographié à La Ferté-Alais. Il y en a plusieurs à La Ferté. Même certains sont... Vous verrez le prochain, il est même classé monument historique. Ces avions Morane qui ont été construits chez Morane-Saulnier sur le modèle du Fiedler-Storch se sont appelés Morane-Saulnier 500, 502, 505. À l'écran, là, vous avez un Morane-Saulnier 502 et celui-ci est monument historique. C'est des avions qui ont été construits à la base pour l'Allemagne, et puis quand la guerre s'est finie, finalement l'aviation militaire française qui se reconstituait s'est dit c'est des avions qui peuvent être intéressants pour les liaisons, pour l'évacuation sanitaire, pour la reconnaissance, pour plein de missions, et Morane-Saulnier continue à en construire, mais cette fois-ci donc pour l'armée de l'air française après-guerre. C'est des avions qu'on a vus en Indochine, qu'on a vus en Algérie. Et puis, quand arrivent les années 60, c'est des avions qui, 15 ans de service. Il y a des machines plus intéressantes qui arrivent, notamment le Broussard, qui reste un petit peu dans cette lignée-là. Et les avions sont vendus sur le marché civil. Et là, ils partent dans les aéroclubs pour faire du remorquage de planeurs, par exemple. Et puis, il y en a un certain nombre qui partent chez les pompiers, qui se disent, tiens, avec des avions, on peut patrouiller au-dessus des massifs forestiers et voir les feux qui se déclenchent et donner l'alerte, tout simplement. Et donc ces avions qui ont été confiés aux pompiers, ils ont été désignés par leur vrai nom de constructeur. Vas-y, on va faire un tour avec le Morane Saulnier, mais c'est trop long, donc on va prendre le Morane, on va aller faire un tour. Et c'est des avions qui ont été très utilisés dans le sud de la France, justement, pour faire de la détection dans les années 60.
Et de fait, le nom est resté dans les indicatifs radio des moyens aériens, feux de forêt, départementaux. Et donc, quand vous avez un hélicoptère qui s'appelle Morane 131, c'est un hélicoptère donc du 13, ben c'est un héritage des avions Morane qui ont été utilisés pour faire la reconnaissance, l'observation au feu de forêt. C'est des avions qui ont une charge utile qui ne permet pas d'emmener de l'eau. Voilà, tu t'emmènerais 100 litres avec ça, pas plus. Ça ne servirait pas à grand-chose. Par contre, bah, en observation, vu les surfaces vitrées, comme le fait remarquer une camarade de la zone aéro, qui connaît bien le sujet, oui, bah, s'il y a une surface vitrée comme ça, et en plus, alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur l'image, c'est peut-être pas la vue de côté, pas forcément extraordinaire pour ça, mais en fait, la bulle, c'est presque une bulle, et en fait, il y a une surface vitrée basse par laquelle on peut voir directement en bas. C'est vraiment une bulle. Et il y a une visibilité quasiment à 360 degrés. Il n'y a vraiment que sous les jambes du pilote qu'on ne voit pas. Mais sur le côté, en se penchant, on voit très très bien en bas. Alors, c'est des avions qui sont très lents. J'ai plus en tête les vitesses de croisière, mais si tu fais du 100 nœuds avec ça, ça va très bien. Oui, il y a beaucoup d'avions qui ont ça, ces bulles d'observation. Bah, en fait, ça naît avec le Storch, ça naît avec les Piper Cub. C'est des engins qui sont vitrés parce qu'il faut voir partout, notamment pour les missions de réglage d'artillerie, de reconnaissance. Bon, c'est des avions qui se faisaient allumer aussi. Bon, ben voilà, si vous avez des indicatifs radio Morane, ça vient des avions Morane-Saulnier. Et pourquoi ça me gonfle qu'on l'oublie, c'est que Morane-Saulnier, en fait, c'est le plus vieil industriel aéronautique français, puisque bon, il arrive dans les années 1900. Après-guerre, donc ils produisent des MS 505 et compagnie. Ils font aussi le Morane 760 Paris, qui a été en service jusque dans les années 90 dans l'armée de l'air. En 95 à Tours, on en avait encore des Paris dans l'armée de l'air. Ils ont fait des MS 880 Rallye, qu'on continue à voir voler. Les derniers rallyes de la marine, ils ont été retirés du service il y a une dizaine d'années. L'Alcyon, le MS 733, qui était un avion école, une machine assez marrante aussi, mais qui a servi aussi pendant la guerre d'Algérie pour faire de l'appui. Cette boîte, elle existe toujours, elle a changé plusieurs fois de nom, elle s'est appelée un temps la Socata. Donc ils ont construit des avions légers comme le Trinidad, le Tobago, le Tampico par exemple. Ben, c'était la suite des Morane-Saulnier Rallye. Et puis, bah, c'est la Socata qui a lancé les avions TBM 700 avec Mounet. Puis Mounet s'est retiré, mais c'est la Socata qui a continué. Et aujourd'hui, ça s'appelle Daher. Et l'Epsilon aussi, le TB30, c'est eux. Donc en fait, aujourd'hui, les avions Morane, on a un petit peu oublié ce que c'était, les avions Morane-Saulnier, mais en fait, c'est une histoire qui dure depuis un siècle. Et il y a quelques semaines, il y a donc une association à Tarbes qui a remis en vol un Morane type L. Donc c'est un Morane avec une aile haute. C'est une réplique exacte des Morane type L de 1914 et qui revole. Qu'on verra dans certains meetings, c'est peut-être pas forcément un avion très facile à déplacer d'un meeting à l'autre, mais en tout cas, il y a une réplique qui vole, parce qu'il y a une vraie volonté de rétablir l'histoire de Morane-Saulnier dans son histoire, parce qu'elle est très très importante. J'ai mis ça, bon c'est un Super Cub, mais le Super Cub a un distinct un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de Super Cub qui ont été utilisés par les armées françaises, à la hâte, et armée de l'air, et qui après leur service sont partis dans le civil pour plein d'opérations, et il me semble qu'il y a eu des Super Cub qui ont été aussi utilisés comme ça par les pompiers, qui devaient voler avec un indicatif je sais pas lequel, Piper peut-être, et puis celui-là il me semble que justement les avions qui avaient été utilisés par les pompiers, certains avaient été peints en rouge. Je connais pas l'histoire individuelle de cet appareil-là que j'ai pris en photo au Plessis-Belleville, un jour on était allé se promener avec Franck, mais il me semble que justement cette décoration-là est représentatif de déco qu'avaient certains avions légers au service des pompiers. Bon, ça c'est une histoire qu'il faudra qu'on retravaille. Ce ne sont pas les premiers Russes de l'histoire. Bah, c'est un peu l'idée quelque part. C'est tout ce qui était avion léger qui était utilisé pour faire de la reconnaissance dans un premier temps, pour faire de la coordination de moyens. Les premières, sort un petit peu de ce que j'avais prévu de vous parler ce soir, mais les premières utilisations des avions sur les feux de forêt en France, ça date des années 30, c'est des avions d'aéroclub qui ont fait de la reconnaissance. Lors du grand feu de 1949 dans les Landes, il y a eu des opérations qui ont été menées par des Storch, par des Fairchild 24 de l'armée de l'air aussi. Enfin, bon, il y a une continuité
arrêté de l'utilisation d'avions légers au-dessus des feux de forêt en France depuis très très longtemps. Et les avions Morane-Saulnier, les Storch, y ont joué un très très grand rôle. C'est pour ça qu'il faut bien expliquer aux gens, non, l'avion que vous avez là, c'est pas un Morane. Morane, c'est son indicatif, tout comme un Canadair, c'est pas un Pélican. C'est son indicatif radio en France. Si vous voyez un Canadair grec, ne parlez pas de Pélican, ça leur dit rien. Un Dash de la Saskatchewan, c'est pas un Milan. Je reviens 2 minutes sur justement les écopages de nuit. On voit les problèmes que ça pose de jour. Là, il y a quelques jours, le Pélican 35 donc, avait été accidenté en Corse et rentré à Nîmes. C'est une photo qui a été prise par un pilote de la base qui l'a diffusée sur son Facebook. Je suis gentiment piqué. Elle est intéressante parce que voilà, l'avion vient de poser, et puis les gens ils sont là, ils sont en train de regarder là. Je pense que bon, c'est peut-être là où il y a les trous, je sais pas. En tout cas, moi j'ai pas encore vu de photos des dégâts. J'en attends avec impatience. Mais l'avion est rentré à Nîmes et ça c'est alors l'air de rien, c'est un indicateur. C'est parce que il faut être très clair. L'accident qui s'est passé en Corse, l'avion il a dû prendre un choc monstrueux. Et c'est un truc, ça peut vous plier un avion. Et si l'avion est plié, bah c'est simple, hein. Vous posez dans un coin, vous récupérez ce qui est récupérable et terminé. On n'a que 12 Canadair, on pourrait finir à 11. Et c'est ce qui s'était passé avec les CL215. Il faut juste comprendre qu'avec les CL215, on a on a terminé, il n'y en avait plus que 11 et ça faisait plus de 10 ou 15 ans que la sécurité civile ne fonctionnait qu'avec 11 Canadair. Là, il y a 30 ans, on a reçu les 415, on en a perdu 3. Il y a eu assez de morts pour qu'on en parle. Ils ont été remplacés parce que la chaîne de production était toujours en cours et qu'il y a eu une volonté politique et des moyens pour dire on en a besoin, on les remplace. Parce que terminer à 9 Canadair, c'était pas une solution d'avenir. Là, on aurait pu très bien se retrouver dans le cas où 11 Canadair. L'avion a été sorti de l'eau, il a été analysé, il a été ramené par barge à Marignane, il est resté tout l'été dans un hangar, et puis il a été ramené en vol à Nîmes. Il a été ramené en vol. La phrase, elle est très légère, mais elle veut tout dire. C'est-à-dire que si l'avion n'était pas jugé réparable, économiquement réparable, il serait rentré à Nîmes et un petit bout. On aurait récupéré les ballonnets parce qu'on avait besoin, on aurait récupéré les moteurs parce qu'on avait besoin, et ainsi de suite. Donc pour le 35, le fait qu'il soit ramené en vol à Nîmes veut tout dire. Et effectivement, j'ai eu confirmation officieusement que l'objectif aujourd'hui, c'est que l'avion soit de retour opérationnel pour la saison 2026. Et ça va être un sujet à suivre intéressant parce qu'il va y avoir un gros chantier. Officiellement, il n'y a pas eu de chiffres donnés sur les montants des réparations. J'espère que les parlementaires vont se pencher sur la question et ils nous donneront des informations. C'est normal que la sécurité civile ne communique pas trop là-dessus, mais important. Là, je vois une question de Fougère Becquet. Ça explique pourquoi il y a eu de la location de C130 et autres dans les années 90. La location des C130, elle vient pour remplacer les DC6 qui avaient été retirés du service. L'arrivée des DC6, elle correspond à ce qui s'est passé en 1976 où on s'est aperçu que les Canadair ne suffisaient pas. Les feux devenaient trop importants, il fallait avoir des tactiques différentes. Et les DC6 sont rentrés en service officiellement en 1980, mais ils avaient été évalués les années précédentes. Ils rentrent en service en 80 pour faire l'appui massif, un petit peu à l'américaine. Ça a bien marché. En 82, il y a les trackers qui arrivent parce que justement, il fallait compléter la flotte des Canadair. Et à la base, le tracker devait être un avion d'attaque initiale un peu à l'américaine, c'est-à-dire que dès qu'il y a une alerte, c'est les trackers qui décollent et qui vont très très vite sur le feu, qui font un premier largage et puis qui rentrent, et puis ils laissent la place aux Canadair. Et puis si ça devient trop gros, il y a les DC6. Mais on s'est aperçu que les trackers étaient assez peu chers à faire voler, donc on pouvait les laisser en patrouille, la naissance du garde, etc. Quand les DC6 sont retirés du service le 2 juin 1990, la France s'est trouvée sans moyens lourds et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu les premières locations de C-130 aux États-Unis, mais c'est plus pour compléter la dotation des moyens lourds. Mais ça vient d'un constat 15 ans plus tôt où les Canadair ne suffisent pas. Voilà, c'est pour ça. Mais on est resté à 12 Canadair. La question se pose, est-ce qu'il ne faudrait pas plus de Canadair aujourd'hui? Je pense que la réponse est oui. Pourquoi il y en a 12? Il y a eu plein d'articles là, cet été. Pourquoi on n'a que 12 Canadair? Parce qu'on n'en a acheté que 12. Et pourquoi on en a 12? Pourquoi ce chiffre? Parce qu'en fait, c'est 3 Noriad 4. Sauf que on a 12 avions quand la dispo est à 100%. La dispo, elle n'est jamais à 100%. La dispo, j'ai regardé les chiffres récents, sur les années avant 2022, la dispo des Canadair, elle est de 85%. Ça veut dire que, c'est normal d'en avoir que 10 de dispo un matin donné.
Il y en a 2 qui sont en panne, c'est des petites pannes. Bon, on m'a parlé d'un certain nombre de pannes sur les Canadair qui deviennent récurrentes, qu'on ne s'explique pas encore autrement que par le vieillissement de la machine. C'est pas des trucs très graves, mais ça demande d'être réglé. Bah oui, mais tant que tu es en train de régler l'avion, bah, l'avion il décolle pas. Voilà. Et puis bon, bah voilà, on en a commandé 2. Les 2 515 qui devraient arriver, alors dans 3 ans, j'y crois pas trop non plus, mais bon, disons dans 4 ans, les 2 515 vont porter la flotte à 14 avions, et c'est très bien, parce qu'avec les 14 avions, oui, on est à peu près certain d'en avoir 12 sur feu s'il y a besoin. Voilà. Les Italiens, ils ont 18 Canadair, et leur contrat, il est d'en avoir 15 dispo. Ça veut dire qu'ils ont un volet de réserve de 3. Et ça tourne. 3 Canadair en panne en même temps, oui, c'est une situation qui est quasi normale. Ça va dépendre des petites pannes. Et puis, si l'avion est réparé, tu as un avion qui tombe en panne, bah, celui-là, il est en état, on le met à la place et puis terminé. Donc oui, c'est un truc qui mérite d'être travaillé. La zone aéro qui a été suspendue depuis non. Pour la commande des 515, non. Il y a eu, alors, sur la fameuse commande des 515, il y a eu une première commande de 2 avions financés par l'Europe. Elle est confirmée, elle est ferme. Ce qui a été annulé, c'est la commande supplémentaire de 2 en option qui était sur financement français propre et qui aurait pu porter la flotte des Canadair français à 16. Ce sont ces 2-là qui ont été annulés, mais visiblement ça a tellement gueulé cet été qu'on pourrait les voir revenir, mais bon, pour ça il faudra un ministre. Donc, oui, d'ici la fin de la décennie, on aura 14 Canadair, voilà. Et puis après, j'ai pas de nouvelles du plan de rénovation des avions, parce que, bah oui, dans un plan de rénovation des avions, ok, on va regagner un petit peu en dispo, mais ça veut dire qu'il y aura peut-être aussi des avions qui seront en chantier pendant la saison. Alors, donc, tout ça est très, très, très compliqué. Mais il faut pas se faire avoir par les titres de la presse et des gens qui connaissent rien. Oui, il y a effectivement eu, en début d'année, le gouvernement Attal qui a supprimé le budget pour les 2 Canadair supplémentaires, donc les numéros 15 et 16. Mais en ce qui concerne les numéros 14 et 15, qui sont financés par l'Europe, là c'est signé ferme. Et on attend de savoir quand est-ce qu'on va les recevoir, sachant qu'on n'aura pas les premiers 515 à sortir seront pour la Grèce. La commande a été annulée sans même être passée. Oui, la commande, en fait, c'est le budget prévisionnel qui a été annulé. Budget prévisionnel pour cette opération-là qui a été supprimé parce que il fallait faire des économies partout. Voilà, tout simplement. Par exemple, vous avez 4 plots de gare en même temps, donc 4 Dash qui ont eu besoin d'être en l'air en même temps, la moitié de la flotte. C'était très, très, très compliqué. Cette capture d'image-là, c'est le jour du déclenchement du feu de la Ribaude, c'est 2 heures avant, il y a Milan 73 qui arrive pour prendre la relève du Gard établi par Milan 79, et c'est Milan 73 qui va faire le premier largage sur le départ de feu de Ribaude, qui a été le feu le plus virulent de l'histoire française. Je parle 2 minutes des Dash 8 très rapidement. La semaine prochaine, je sors un article sur Aérobuzz pour expliquer un truc en train de se passer au Canada qui est assez violent. Coulson est rentré dans le lard de Conner, on peut carrément dire ça comme ça, à propos du contrat des Dash 8 de la Saskatchewan. Alors, je vais vous donner quelques éléments, mais je pense qu'on y reviendra peut-être dans une émission ultérieure. Mais en gros, le torchon brûle entre les 2 boîtes parce que Coulson estime que les Dash 8 qui ont été vendus à la Saskatchewan étaient réellement beaucoup trop chers et que Conner se gave. Alors c'est une accusation qui a déjà été portée envers Conner et on sait qu'il y a eu des débats là-dessus au moment de l'acquisition des Dash 8 français, puisqu'à 61 millions d'euros l'avion, il y a des gens qui ont tiqué. Et effectivement, quand on regarde le prix d'un Dash 8 neuf plus le prix d'une transformation à un tarif normal, on n'arrive pas à ce total-là. Sauf que en ce qui concerne l'appel d'offres français Merbet, il était rédigé pour avoir du Dash 8, donc il n'y avait que cette machine-là possible. Bon voilà, il y a un certain nombre de débats en cours. Alors les chiffres, je vais vous les donner, ils sont très très amusants. Donc la Saskatchewan qui doit remplacer des Convair 580 AT qui ont été modifiés par Conner, donc qui est déjà cliente de Conner, a acheté donc 4 Dash 8, 2 en version AT, donc des purs tanker, et 2 en version MR comme les nôtres multirôles, donc ils sont normalement un petit peu plus chers, mais le budget global de l'opération était de 187 millions pour 4 avions, soit 46,75 millions par Dash 8. Coulson est allé devant les tribunaux pour dire que bon, la Saskatchewan s'est fait entuber, un Q400 d'occasion, puisque les avions de la Saskatchewan sont sur base d'occasion, alors que nous, nos MRE sont sur des bases d'avions neufs. Donc c'est normal que le tarif soit pas le même, mais bon, après, il faut voir en proportion. Un Q400 d'occasion, c'est 5 millions. Une transformation bombardier d'eau, c'est 5 millions. Donc,
Conair surfacture 36 millions par avion et c'est allé devant les tribunaux. Coulson cherchait à placer éventuellement du Fireliner et Coulson explique qu'eux étaient capables de fournir 4 avions pour 85 millions de dollars max. Le truc, c'est que la presse canadienne, au moment de la signature du contrat, parlait d'un contrat de 130 millions de dollars, soit 32 millions par avion. Et 32 millions par avion pour ce genre de machine, moi, ça me choquait moins. Donc, c'est en train d'être traité par les tribunaux canadiens. Conair n'a pas présenté au tribunal de documents pour expliquer la ventilation de son prix, sachant qu'effectivement, ils partent sur des avions d'occasion, le coût de la transformation, de la sous-traitance, etc. Mais oui, effectivement, il y a une accusation qui est en cours. Alors, ce qui n'entraînera sans doute pas l'annulation du contrat, mais ça chauffe très très fort là-bas. Il faut juste savoir qu'aux États-Unis, au Canada, c'est un business, les feux de forêt, et que les industriels ne se font pas de cadeaux. Donc, et puis ça a rejailli un petit peu sur les débats qu'il y a eu en France sur le Dash 8. Pour moi, le choix du Dash 8, il allait de soi, logique, on le connaissait depuis 15 ans au moment où on a signé le contrat. Le prix, effectivement, j'ai un peu tiqué, tout en le défendant, parce que si on part d'une cellule neuve à 30 millions d'euros, on arrive à un prix final de 60 millions. De la soute, on va dire 5 millions. Alors, l'interrogation qu'on a, c'est sur l'aménagement, puisqu'en multirôle, il faut qu'on ait un aménagement modulaire passager, un aménagement modulaire cargo, une capacité combi. Et puis, il y avait surtout la configuration Evasan, qui elle était très, très compliquée, parce qu'en évacuation sanitaire, il faut brancher du matériel médical, il y a un certain nombre de normes, et je pense que, voilà, mon sentiment, c'était que la configuration Evasan avait fait gonfler énormément la facture. Mais on va quand même surveiller ce qui se passe au Canada, le résultat, parce que on verra si ce que la justice canadienne va décider, et pourrait avoir éventuellement Conair condamné à verser éventuellement des indemnités. À voir. Mais d'un autre côté, quand tu signes un contrat et que le mec te dit mon avion c'est 45 millions et que tu signes, tu sais c'est 45 millions. Après, est-ce que le gars se gave? Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est très très intéressant à suivre ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est le Fireliner que Coulson pouvait éventuellement vendre à la Saskatchewan, sachant que le 737 par rapport au Q400, il est plus rapide, il emporte un petit peu plus, c'est 10 000 litres contre 15 000 litres. Il emporte des passagers aussi, tu n'as pas besoin d'enlever les sièges. Les Fireliner volent avec les sièges à l'intérieur, il y a les deux soutes au milieu du pont, mais c'est pas grave, ça gêne pas. Il est plus rapide, il y a un peu plus d'autonomie, il est peut-être un petit peu plus cher en coût d'exploitation parce qu'on a 2 réacteurs en basse altitude et ça consomme pas mal, mais si tu dois projeter des troupes, il est intéressant. Les premiers 737 que Coulson a achetés, ils avaient payé l'avion 3 millions. Donc tu rajoutes, allez, mettons 5 millions pour mettre des soutes et pour remettre l'avion pour faire une grosse visite. Oui, effectivement, tu te retrouves avec un avion qui t'a coûté 10 millions de dollars. C'est facile à rentabiliser, à savoir à combien ils le proposent à la vente. Ça, c'est celui qu'ils ont vendu aux Australiens. Et les Australiens ont trouvé un bon moyen pour rentabiliser l'acquisition, c'est que l'hiver austral, ils le louent en Californie, exploité par Coulson, donc autant dire par les gens qui le connaissent. Donc c'est un business model aussi qui est très intéressant à ce niveau-là. Coulson est très très fort pour acheter des avions pas chers. Vraiment. Quand ils ont acheté leur C-130 norvégien, ils avaient acheté, alors j'ai plus le prix, mais c'était un prix ridicule. Les 737, ils les payent 3 millions de pièces. Là, le dernier coup qu'ils ont fait, alors c'est des C130 qui sont un petit peu fatigués, mais ils ont payé 9 millions de dollars pour 4 C130H néo-zélandais. Ça fait 2,29 millions de dollars par avion. Pour ce prix-là, vous n'avez pas de Fireboss. Vous avez un demi-Fireboss. Et eux, ils ont des C130. Bon, après, il y a un gros travail de remise à jour, etc. Et sur le contrat des avions norvégiens qu'ils avaient rachetés, alors j'ai plus le tarif en tête, le 5e est en cours de modification. Là, c'est une photo qui a été publiée par Coulson il y a quelques jours pour montrer où ils en étaient. Et c'est un avion qui sera disponible sur les feux aux États-Unis pour la saison prochaine, il n'y a pas de problème. Donc ça fera 4 C130 pour Coulson, plus les 4 autres en attente qui pourraient augmenter à nouveau la flotte. Là, on commence à avoir une flotte un petit peu sérieuse. Et ils
achètent des avions complets pour le prix d'un quart de turbine. Donc oui, c'est... Alors après, comme Coulson Aviation est une société de droit américain, qu'elle est sous contrat avec des sociétés américaines, je crois qu'ils bénéficient des tarifs préférentiels pour les appareils qui ont été plus ou moins financés par le ministère de la Défense américain dans le cadre des contrats OTAN et autres. Enfin bon, en gros, Coulson étant sous contrat avec US Forest Service peut aller chercher à Davis Monthan des avions pas chers, s'il y a besoin. Une boîte canadienne comme Conair n'y a pas droit, alors que via Aerofleet, il pourrait. Bon, bref, c'est très compliqué, ces petites histoires. Voilà ce que ça donne chez Coulson. Alors celui-là, malheureusement, il a été détruit en Australie sur une mission feu, ça avait fait 3 morts, mais c'est des machines avec lesquelles Coulson a des contrats un peu partout et très intéressantes. De leur côté, moi j'ai une anecdote sur Conair. C'était à Zadar en 2015 pendant l'AFF, on y était allé. Et sur le stand Conair, j'avais pu discuter quelques minutes avec un cadre de chez Conair et je l'avais taquiné pour savoir à combien ça revenait un RJ85 AT capable d'emporter aux alentours de 11 tonnes de retardant, volume 12 tonnes. Bon, après, il n'avait pas voulu me répondre, mais finalement, à ces grimaces, j'en étais arrivé à la conclusion qu'il y a 5 millions de dollars pour l'avion, il y a 5 millions de dollars pour la modification, et qu'au final, un RJ85 AT comme ça revenait à moins de 10 millions de dollars. Bon, effectivement, quand derrière tu le vends à 40, un petit peu de marge. C'est pas négligeable. Bon, c'est une affaire qui va être intéressante à suivre. Il y a une première séance dans un tribunal canadien à Saskatchewan la semaine dernière et il y aura sans doute dans le courant de l'automne d'autres rebondissements. Donc à suivre sur Aérobuzz.